Salut, c'est les Jérôme. Maintenant que le chantier du béton de chanvre est terminé, et à vrai dire depuis presque un an, on vous propose un petit retour d'expérience sur tout ça, voir quels ont été les problèmes rencontrés, ce qu'on aurait pu mieux faire et quelques petites réflexions sur le sujet. Voyons tout ça. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que notre avis, sur base de notre chantier et uniquement celui-là, et qui plus est la seule expérience que nous avons avec la réalisation de béton de chanvre. Donc revenons d'abord sur quelques détails concernant la mise en œuvre du béton de chanvre banché comme on l'a fait. Comme vous l'avez vu, on utilisait des vis à bois pour faire tenir les banches sur l'ossature. Pour les vis débutées, des vis à tête fraisée conviennent parfaitement. Et on a utilisé les mêmes pour faire tenir les planches de SB, mais pour la banche, c'était un petit peu bof, car ça rentre dans le bois vu le profil, donc il fallait doser le serrage. On aurait dû plutôt utiliser des vis à tête plate pour le banchage, ce qui aurait été plus adapté. Et puis, pas avec un filetage partiel, mais avec un filetage total. Car parfois, ça a été un petit peu difficile de retirer la vis une fois que le filetage est sorti de l'ossature, mais pas encore du panneau OSB. Bon, dans ce cas, on s'est aidé d'un morceau de fil électrique pour extraire la vis. Ça aurait été donc plus confortable d'utiliser des vis à tête plate et à filetage complet. Toujours en ce qui concerne les vis, celles de butée cette fois-ci, on les mettait à plus ou moins 20 cm d'anthrax en hauteur, à la louche, puisqu'on faisait ça à vue d'œil. Eh ben oui, mais ça aurait été plus pratique de les mettre toutes à la même hauteur sur les différentes ossatures, parce que parfois, pour installer une banche complète, ça tombait pas bien. On n'a pas trop fait attention à cela pour le rez-de-chaussée, et c'est ce qu'on a tenté de faire par la suite pour que ça se mette un peu mieux. Ensuite, concernant la préparation des mélanges, on a aussi dû un peu s'adapter au fil du chantier. Bon, déjà, nos sacs de chanvre étant de différents volumes, on les répartissait dans des bacs dont on connaissait le volume pour faire une bétonnière avec un demi-sac de liant. Et pour pallier aux imprécisions de mesure, de découpe du sac de liant en deux, on rajoutait une pelletée de liant d'un sac sur le côté à chaque mélange. Bon, l'idéal évidemment ça aurait été de faire des mélanges avec un sac complet de liant, mais pour ça il faudrait une plus grosse bétonnière, souvent thermique, et en location du coup. Sans compter qu'il faut aussi avoir des sacs de chanvre tous identiques de 200 litres, qu'il suffirait alors de couper en deux. Bon, allez savoir pourquoi on a reçu 280 litres dans le lot. Enfin bref, tout cela, ce sont des détails sur lesquels il faut être attentif et se décider pour faciliter la préparation des mélanges. Pour certains mélanges, surtout au début, on constatait parfois la présence de boulettes dans le mélange. À mon avis, il y a une boulette. Là, on a déjà affaire à de la bonne grosse bouletasse, hein. On pensait que c'était dû à un mauvais malaxage de la bétonnière, ou encore qu'on mettait le chanvre un peu trop rapidement dans le mélange. Et bien en fait, rien de tout ça, on s'est rendu compte qu'en réalité c'était parce que le liant n'était pas assez bien délayé. Selon la fiche technique, il faut laisser tourner le liant dans la bétonnière environ 5 minutes avant d'ajouter le chanvre, ce qu'on faisait, et on mettait même un minuteur. Mais ce n'était pas suffisant, et on a pu voir que déjà à ce stade, il y avait formation de boules dans le liant. Alors ce n'est pas bon pour la tenue de l'enduit, et cela nuit à ses propriétés isolantes. Il faut donc les éviter autant que possible. Alors, peut-être que c'est notre bétonnière qui n'est pas idéale, c'est une version ancienne avec des pales différentes de ce qui se fait maintenant. Toujours est-il que ça ne mélangeait pas assez bien. Du coup, pour remédier à cela, juste avant d'ajouter le chanvre, on malaxait bien le tout jusque dans le fond de la cuve. Et puis le mélange se faisait normalement en ajoutant le chanvre progressivement.
Résultat des courses, on a vraiment vu la différence. L'enduit est plus léger, plus souple, et j'irais même jusqu'à dire plus facile à mettre en œuvre. Bon, on aurait vraiment aimé savoir ça dès le début, car évidemment c'est presque sur la fin qu'on a fait les mélanges de cette façon. Concernant la mise en œuvre, il ne faut vraiment pas négliger les équipements de protection individuelle, ou EPI, car la chaux est corrosive. La préparation fait beaucoup de poussière, donc il vaut mieux le faire à l'extérieur. Et même là, un masque est indispensable pour la préparation du mélange. Il faut aussi des gants pour manipuler l'enduit à la main et des vêtements couvrants, y compris les bras, donc avec des manches longues. Parce qu'au début on faisait cela en t-shirt, eh bien il y a des éclaboussures, et puis surtout, sans m'en rendre compte, un peu de chanvre était rentré dans mon gant. Eh bien, grosse brûlure au niveau des poignets qui a mis beaucoup de temps à guérir. En cas de projection du mélange, ce qui n'était pas le cas chez nous, des lunettes sont indispensables. Et on rajoute aussi que c'est très utile de porter une casquette ou une autre protection pour les cheveux, car on ne sait pas trop ce qui se passe, est-ce que c'est des micro-gouttelettes, mais après une journée à faire du chaud chanvre, c'est comme tout collant ou poisseux dans les cheveux, et c'est vraiment très difficile à laver au savon. Pour continuer, une petite explication de ce qui va se passer concernant les tableaux des fenêtres, c'est-à-dire le côté intérieur des murs dans les ouvertures. Le béton de chanvre n'est appliqué que sur la face intérieure des murs, on n'a pas fait de retour sur les tableaux des fenêtres. Il n'y a pas assez de place, l'épaisseur serait vraiment très mince, alors il est possible de faire un enduit chaud chanvre en faible épaisseur, mais on pense mettre encore quelque chose de plus isolant en enduit. En enduit, car l'idée d'un enduit est aussi de corriger les gros défauts d'aplomb de ces parties en briques qui se sont reportés sur la forme du béton de chanvre puisqu'on a fait un coffrage sur ces parties. On fera donc un enduit bien d'aplomb jusque sur le chanvre, ce qui redessinera proprement les contours. C'est ce qui avait déjà été fait par le passé en plâtre, où on peut voir des épaisseurs très variables de haut en bas d'une fenêtre. Mais bon, pour ça, il faut d'abord qu'on remplace les châssis, ce qui nécessite d'abord d'intervenir à l'extérieur, ce qui nécessite... Enfin bref, on peut aller très loin dans la réflexion, mais voilà pourquoi on a laissé ces parties comme ça, en attente. Bon, et puis il faudra aussi composer. Les ouvertures sont en principe évasées vers l'intérieur, mais ce n'est pas le cas pour toutes les fenêtres. Parfois, un des deux côtés est à angle droit, puis pas l'autre. On essaiera de compenser comme on peut. Puis ensuite, on aimerait disposer des panneaux en bois décoratif sur tout l'intérieur de l'ouverture. Bon, bref, voilà pour expliquer ce qui sera la suite de tout cela. Et une autre suite qu'on doit envisager, c'est aussi la finition qu'on va apporter sur le béton de chanvre, qui ne peut pas rester tel qu'il est. Au départ, notre idée était de faire une finition en enduit argile. Mais il semble qu'on se soit mal compris avec notre fournisseur de matériaux, car on pensait pouvoir faire la finition directement sur le béton de chanvre, mais pour une raison d'uniformité de séchage et donc de rendu, c'est pas possible. Il faut d'abord poser un corps d'enduit d'argile de 2 cm minimum, ce qui n'était pas prévu. Et puis on perd entre guillemets le fait que nos murs sont déjà bien plans. S'il faut dresser à nouveau les murs avec le corps d'enduit, ça risque d'être un peu galère. On a donc abandonné cette option. Notre idée maintenant est de réaliser un enduit de finition plâtre et chaud. On a fait un essai sur un bloc de béton chanvre test et ça rend assez bien. La finition ultra lisse, presque comme un Tadlac, nous paraît très intéressante et compatible avec le béton de chanvre. On s'est aussi un petit peu entraîné au grenier. Bon, il ne faut pas faire attention aux taches de suie. Bon, il faut voir si on aura le coup de main, car il y a des grandes surfaces et le plâtre n'est pas facile à manipuler avec sa prise rapide. On verra. Et on s'est dit qu'on pourra toujours se rabattre sur du chaud sable, ou même, voire pourquoi pas, coller du Fermacell si on ne s'en sort pas. Bon, évidemment, ce serait dommage, car au final, si c'est pour avoir mis du Fermacell, on aurait tout aussi bien pu faire un doublage et remplir d'un isolant à insuffler ou autre. On aimerait donc éviter, mais c'est bien d'avoir une solution de secours. On va maintenant parler du séchage, car une fois les travaux terminés, c'est pas tout. La prise de l'enduit est faite, oui, mais il faut encore que cela sèche.
car même si une partie de l'eau du mélange est en réalité utilisée entre guillemets pour la prise, la plus grosse partie doit encore s'évaporer ou dans une moindre mesure être absorbée par les murs. Pour les presque 25 mètres cubes de béton de chanvre qu'on a préparé, on a utilisé 8 mètres cubes et demi d'eau, une fameuse quantité. Et puisqu'on est dans les chiffres, voici un petit détail qui résume le chantier. On a donc préparé 497 mélanges de 50 litres, ce qui nous donne les 24,85 mètres cubes de béton de chanvre ou 17 tonnes avant le séchage. La préparation des mélanges et leur application a été réalisée sur 38 jours, donc consécutifs, du 13 juillet au 28 septembre 2024. Et donc tout ça doit sécher. Et on a pu profiter de quelques belles journées d'octobre assez sèches et chaudes pour ouvrir toutes les fenêtres et ventiler au mieux les pièces. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Ben oui, chez nous, dès le mois d'octobre, avec le retour de la fraîcheur et surtout de l'humidité quasi permanente, il est presque impossible de faire baisser le taux d'humidité à l'intérieur en ouvrant les fenêtres. Mince! Car le risque, c'est le développement de moisissures, ou pire, le pourrissement du chanvre si l'humidité reste pendant trop longtemps dans le complexe. C'est pour ça qu'on s'était toujours dit qu'il fallait avoir terminé ce chantier en juillet pour encore avoir 3 mois de séchage dans de bonnes conditions. Sauf qu'en fait, on a commencé en juillet. C'est malin. Tiens-la, moi. T'as vu, elle part du mauvais côté. Ouais, elle est con. J'y crois aussi. Évidemment, avec les surprises dans la tranchée, l'accident, notre planning toujours un petit peu foireux, etc., ça n'a pas manqué, on s'y est pris un petit peu tard et on ne tenait vraiment pas à encore reporter ce chantier dont dépendent d'autres choses. Bon, puis aussi, pas de chance, 2024 a été une année très humide. Et même au rez-de-chaussée qui a été terminé plus tôt, ça a eu du mal à sécher. En désespoir de cause, on a mis des déshumidificateurs dans les pièces et même des petites chaufferettes pour rester au-dessus de 5 degrés lors de journées très froides pour tenter d'accélérer le séchage de l'enduit. Et finalement, ça ne retire que très peu d'eau, c'est toujours ça, mais ça n'aura pas empêché l'enduit de rester humide quasi tout l'automne. Du coup, on n'a pas trop utilisé non plus les machines car ça consomme tout de même pas mal d'énergie tout ça. On a tout de même profité des matins frais pour retirer la condensation qui se forme sur les fenêtres avant que le soleil ne traverse les vitrages et ne remette cette eau dans l'air. Bon, alors oui, rassurez-vous, au final, rien n'a pourri ou moisi. Ouf! Cela a fini par sécher de plus en plus vite avec un net changement vers le mois de mars 2025. Et avec le retour de la chaleur, du sec et du beau temps, on ouvrait toutes les fenêtres et tout a été assez vite à partir de là. Mais, au séchage complet, on a commencé à voir apparaître des fissures sur les surfaces, et parfois assez importantes. On pense que c'est pas si grave, mais quand même, c'est pas très chouette. Alors on se l'explique de plusieurs façons. D'abord, la qualité du mélange n'était pas nécessairement la meilleure, comme on vient d'en parler un peu plus tôt dans cette vidéo. Et peut-être qu'on ne mettait pas assez de liant, en tout cas au début. Car pour les dernières parties qu'on a réalisées, là où on faisait finalement un meilleur travail, là il n'y a quasi aucune fissuration. Aussi, on se rend compte que les fissures sont apparues exactement là où on a interrompu le travail, parfois pendant plusieurs jours avant de reprendre. Bon, c'est peut-être pas idéal, il aurait peut-être fallu faire le chantier en continu. Et puis aussi, on pense qu'on a trop tassé le dessus de la branche en fin de journée. On aurait certainement dû laisser quelque chose de beaucoup plus rugueux et structuré pour faciliter l'accroche du reste qui allait arriver plus tard. Autre erreur peut-être, ne pas avoir fait de gouptis d'accroche. Selon la fiche technique, c'est pas toujours nécessaire. Et on était parti sur le principe que notre rejointoiement rugueux des murs à la chaux suffisait pour une bonne accroche. Oui, mais on a aussi des murs en briques et des contours de fenêtres en pierre calcaire. Et là, peut-être, ça aurait nécessité un gouptis. Et justement, la plus grosse part des fissures, elles le sont sur le mur de cheminée, au centre de la maison, qui est en briques. L'accroche a été moins bonne sur ces surfaces. Et puis en dernier lieu, il y a aussi l'ossature, car la fiche technique spécifie bien les dimensions de l'ossature en fonction de l'épaisseur d'enduit pour respecter un enrobage suffisant.
Eh bien, dans notre cas, avec nos murs tout penchés, où on passe de quelques centimètres à plus de 16 sur une hauteur de pièce, eh bien, ça devient vachement compliqué. Et l'ossature qu'on a réalisée est d'une épaisseur constante et prévue pour l'épaisseur moyenne qu'on souhaitait mettre en œuvre. Bon, ceci dit, on n'a pas l'impression qu'il y a plus ou moins de fissures en fonction de la hauteur. Ce paramètre n'a peut-être pas tant joué que cela sur le problème. Comme on a prévu de faire la finition en plâtre et chaud, eh bien cela rebouchera les fissures par l'occasion. Et d'ailleurs la colle pour les montages en bloc de chanvre, c'est du plâtre chaud sable, donc c'est parfaitement adapté. On a même fait un essai à quelques endroits où on trouvait même que le béton de chanvre bougeait un petit peu près des côtés. Et cela a tout résolu, c'est bien solide maintenant, donc ça nous a rassurés. À propos de plâtre et chaud, on en a aussi mis une couche sur tout le dessus du béton chanvre au grenier. Pourquoi? Pour imperméabiliser le support. Parce que quand on mouillait le mur le lendemain ou plus tard pour reprendre le chantier, on s'est aperçu que l'eau qui ruisselait sur le dessus du béton de chanvre y pénétrait et ressortait à l'étage du dessous ou jusqu'au rez. Et en fait, oui, c'est normal, il y a plein d'air, donc de trous là-dedans. Et tout est continu du rez jusqu'au grenier. Ce ne serait donc pas du tout idéal en cas de problème de toiture s'il devait y avoir des infiltrations. Potentiellement, ça amènerait de l'eau à tous les étages. Donc on a voulu terminer par un enduit plâtre et chaud pour rendre imperméable le dessus et empêcher l'eau liquide de pouvoir y pénétrer facilement. Alors imperméable ne veut pas dire étanche. Le plâtre est chaud et respirant et les échanges de vapeur pourront toujours se faire. Pour terminer, on va partager avec vous nos questionnements, nos réflexions et ressentis sur ce chantier. À refaire, le referait-on? Ou pour reformuler la question, pour la deuxième moitié de la maison, est-ce que ce sera aussi fait en béton de chanvre? Il y a des moments dans notre projet qui durent, où on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses. Beaucoup de temps a passé entre le moment où on a fait ce choix et acheté les matériaux, et celui où on a mis en œuvre ce béton de chanvre, et on a un peu perdu de vue les arguments qui partaient en faveur de ces choix. Car aussi, entre-temps, avec les années, nos connaissances techniques et de notre lieu et du bâtiment ont fortement évolué. Bon, alors en plus, on ne vit pas encore dans ces parties qui ne sont pas chauffées, et donc on ne peut pas en dire grand-chose du point de vue efficacité du système. Surtout qu'en plus, on n'a pas un autre système avec lequel comparer. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a trouvé la mise en œuvre assez fastidieuse vu la grandeur du chantier. Pas compliqué, juste que c'était quand même beaucoup de travail, un peu lourd car c'est physique tout de même, qui demande de l'attention et qui est assez contraignant au niveau timing. Les mélanges doivent être préparés à temps et coulés avant la prise, alors qu'un plaquage, on peut faire une pause entre deux vis. Et avec le recul, on se demande si un doublage en fermacelle n'aurait pas été plus simple. Au-delà du questionnement qu'on a déjà pu évoquer dans la vidéo démarrant les travaux du béton de chanvre, la fenêtre de tir pour réaliser ces travaux est assez mince, en tout cas chez nous, où il faut jongler et composer avec l'humidité extérieure très présente. Du coup, avec notre planning souvent chamboulé et la période sèche plus ou moins courte sur l'année, ce choix était assez risqué. Alors, il faut nuancer, ceci dit, c'est toujours plus facile de voir les inconvénients de ce qui a été fait sans vraiment pouvoir s'imaginer ceux qu'on rencontrerait avec une solution qui semble plus simple mais qu'on n'a pas mise en œuvre. Ou en gros, cette illusion de ne voir que des avantages à une chose qu'on ne fait pas. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, non? Enfin bon, on voit quand même un petit peu de recoins d'herbe roussie par-ci par-là. Vu les murs fort penchés, laissant à peine quelques centimètres pour l'isolant, l'ossature aurait probablement été difficile à installer, surtout avec nos pierres très dures et difficiles à percer. Tout ça sans compter que cela nécessite la pose d'un frein vapeur parfaitement exécuté et partout. Donc à la question « et si c'était à refaire ?», la réponse est « pas certain, mais pas impossible non plus », car au moins maintenant on sait à quoi s'attendre si on devait recommencer. Et bien voilà, on pense avoir fait le tour des petites choses qu'on voulait encore vous montrer ou vous dire par rapport à notre chaud-chanvre banché. On espère que cela pourra peut-être aider ceux qui se posent des questions à y voir un petit peu plus clair sur les points auxquels faire attention lors de la mise en œuvre, ou qu'au moins ça aura pu être intéressant pour les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.